Bonjour à tous. Je vous remercie sincèrement pour l'invitation à partager ces congrès avec vous, particulièrement à Marc Chanelier et Olivier Saint-Lary pour son aimable invitation accueil. C'est un honneur et un plaisir d'être ici parmi vous. Je vous prie de m'excuser car mon français n'est pas si fort que mes collègues, mais je vais essayer de pratiquer. Merci. Après la perspective globale que Jean Bourgueil nous a présentée, je vous invite à connaître un peu plus le système de santé en Espagne avec un patient diabétique. Alors, le système de santé en Espagne est composé de 18 services régionaux de santé. Ce sont financés publiquement et ils incluent des soins primaires avec une répartition territoriale. Chaque centre de santé est chargé de fournir des services à la population d'un territoire donné. Ça, c'est clé. Je travaille comme médecin de famille dans un centre de santé appartenant au réseau soins primaires du service public de santé de la région d'Aragon, située dans le nord de l'Espagne. Nous desservons une population de 31 000 personnes, dont 23% ont plus de 65 ans. Dans un territoire donné, c'est notre zone basique de santé, Universitas, et notre équipe est composée par un total de 61 personnes, parmi médecins de famille, pédiatres, infirmières, aides-soignantes, brancardiers, kinésithérapeutes, dentistes, travailleurs sociaux, etc. C'est une grande équipe multidisciplinaire qui travaille ensemble. Il est organisé en petite équipe plus opérative, formée par une médecin de famille, une infirmière communautaire et l'administratif qui prennent en charge chaque petit groupe à peu près 2000 patients. Moi, j'ai une liste de patients avec ma infirmière de 1756 patientes. En moyenne, nous accueillons environ 1000 patients par jour, y compris les consultations domicile et les consultations téléphoniques vont à part. Chaque matin, en arrivant à notre cabinet, chaque professionnel ouvre le logiciel. C'est le logiciel des soins primaires de la région. C'est partagé par tous les centres de santé. Et en accédant à l'agenda des visites quotidiennes, nous avons, comme médecins de famille, une moyenne de 35 patients par jour, dont au moins 21 visites présentielles, 2 téléphoniques, 2 à domicile et 2 consultations non différables. En moyenne, nous disposons de 8 minutes par patient, un peu différent que la Suisse. Tout à fait. Nous avons plusieurs agendas parce qu'on a des différentes tâches. On a le suivi des patients en arrêt de travail, le résultat des laboratoires et la communication avec les spécialistes. On a les plans de soins, le patient VIP, notamment en ce qui concerne la prescription nécessitant des rapports périodiques pour le financement, et surtout les listes de rapports de patients sortis des urgences ou des séjours dans les hôpitaux le jour d'avant. Dans cette liste de rapports, je trouve que Violetta, une patiente diabétique de 64 ans, s'est rendue aux urgences hier soir. Je connais parce que c'est le rapport sur mon liste. Originaire de l'Équateur, elle travaille comme aide à domicile auprès d'un couple âgé. Violetta est mariée, elle a 2 fils. Son mari, de 10 ans, son aîné, commence à présenter légers déclin cognitif et accompagne de nombreux oublis qui les mettent très nerveux. Depuis l'agenda des urgences, c'est ici mon agenda, je peux accéder le dossier médical de Violetta à l'hôpital, télécharger le rapport d'urgence. Était motivé par une glycémie nocturne supérieure à 350 mg de millilitres. Le rapport constate qu'aucun déclencheur infection est détecté. La fonction rénale était normale et le patient était anxieux par l'évolution de déclin cognitif de son mari et s'est rendu aux urgences. Elle est renvoyée à son médecin de famille pour la contrôler et pour offrir aussi un soutien à sa situation socio-familiale. Violetta se présente à la consultation. Ça, c'est l'agenda du jour. Ça, c'est le panneau qu'on regarde avec les visites et le diagnostic de la patiente.
Elle, visiblement fatiguée et nerveuse, m'explique qu'elle s'est rendue aux urgences car la glycémie est très, très élevée. Elle confie avoir eu peur de s'endormir, que son état s'aggrava. Elle ajoute qu'elle ne peut pas compter sur le soutien de son mari et ça le bouleverse. Après consultation de son dossier médical, actuellement elle est sous traitement de dapagliflozin, et metformine et une insuline glargine à action prolongée parce qu'elle a eu de mauvais résultats de l'hémoglobine glycée. Chez nous, dans le service aragonais de santé, il existe une stratégie de prise en charge des patients diabétiques. Il comprend la prévention, l'identification de traitements précoces, le suivi des facteurs de risque cardiovasculaire. Nous contrôlons l'hypertension, l'hypercholestérolémie, le tabagisme, l'obésité, le sédentarisme, ainsi que la prévention et le traitement des complications telles que la rétinopathie, la neuropathie et la microalbuminurie. Le plan de soins est déployé ici. Il a sous forme de tâches dans le dossier médical électronique de chaque patient. Les tâches réalisées apparaissent en vert, tandis que celles restant à effectuer sont affichées en rouge. Étant donné que la dernière valeur de l'hémoglobine glycée de la patiente, on avait suggéré commencer la insulinothérapie, mais Violetta n'a pas encore commencé à utiliser l'insuline, craignant de faire une hypoglycémie nocturne sans pouvoir compter sur l'aide de son mari. On regarde les prescriptions électroniques de Violetta et on fait la compromission qu'elle n'a pas pris l'insuline. Lors de cette visite, nous lui expliquons à nouveau le type d'insuline qu'elle doit utiliser. Nous renouvelons l'ordonnance électronique. On explique à Violetta qu'elle doit chercher les médicaments à la pharmacie et commencer à utiliser l'insuline. C'est une personne à faible ressources et revenus et sa contribution du prix des médicaments est très faible afin qu'elle puisse les acheter. Pour les insulines, c'est seulement un 10% de prix total. Violetta passe à la consultation avec l'infirmière. Ici, ma résidente, mon cabinet est seul de l'infirmière qui on a contact direct et on parle avec sur les patients et recevoir gratuitement le matériel pour la diabète. Violetta reçoit le glucomètre, le bandelette, les aiguilles pour la réalisation de contrôles à domicile. L'infirmière enregistre le matériel et la quantité remise, ici, matériel diabétique. Elle renforce les habitudes, régime et d'exercice. Et lors de cette visite, l'infirmière lui explique comment Violetta doit utiliser l'insuline. Il partage qu'elle accepte faire utiliser l'insuline à midi car elle se sent plus rassurée qu'en le faisant la nuit. L'infirmière parle aussi des situations de support familial. Alors, finalement, pour mettre fin à la visite, nous le rappelons qu'elle a un rendez-vous en ophtalmologie parce qu'on a regardé les dossiers électroniques partagés avec les spécialistes et aussi fait une prescription sociale qu'on peut laisser enregistrer sur le logiciel pour que le travailleur social l'aide à chercher une aide pour son mari. Nous le rappelons à Violetta que toute l'information est disponible sur l'application mobile du dossier de santé pour les citoyens. Malgré tout, Violetta n'est pas un bon utilisateur de ce logiciel et elle préfère de rendre visite au centre de santé. Une fois qu'on a fini la consultation de Violetta, on parle avec l'infirmière qu'on doit réviser un peu le patient diabétique. On a un tableau de bord de patients diabétiques de notre liste de patients et certains d'eux doivent encore effectuer un contrôle de l'hémoglobine glycée chaque 6 mois et un examen de fond d'œil. Alors, ici sont les indicateurs qu'on a pour contrôler la population qu'on a avec le diagnostic de diabète.
et on décide d'organiser le rendez-vous pour parler avec les patients et faire les différentes analyses, le examen du pied ou la consultation en ophtalmologie. Et après le parcours de Violetta, on peut identifier quels points forts et quels défis pour l'accès aux soins primaires en Espagne. D'un côté, les points forts sont clairs, la couverture universelle, et la prise en charge équitable, l'accessibilité financière, cependant un système avec coparticipation uniquement appliqué pour les médicaments, en fonction des revenus annuels du patient, maximum entre 8 et 60 € par mois pour les pensionnés, n'importe le nombre de médications avec qu'elles sont traitées. Après, le rôle très important des médecins de famille comme coordinateur de soins. Le médecin de famille joue un rôle central dans le suivi continu des patients et la coordination avec les spécialistes. Et on a l'information de toutes les épreuves et toutes les preuves et tous les rapports des spécialistes. On a une approche multidisciplinaire et systématique guidée par les stratégies. On a des systèmes d'information de santé avancés, connectés, soins primaires et hôpital, et une prescription électronique qui est interopérable entre les différents services régionaux de santé. Ça aide que quand le patient part en vacances, ils peuvent avoir le médicament, n'importe s'ils vont à Andalousie, à Canarias, ils peuvent aller à la pharmacie et prendre le médicament. Mais on a aussi des défis de gestion de la demande de soins de santé. Le délai d'attente pour les consultations non urgentes reste significatif. Aussi la charge administrative, comme vous avez déjà regardé, des médecins de famille avec les différents agendas, avec des travails administratifs. Manque d'interopérabilité de systèmes d'information clinique entre les différentes régions. Ça veut dire qu'à Catalogne, un patient qui est en vacances à Catalogne ne peut pas aller chez un centre de santé et avoir son dossier médical là-bas. Seulement la prescription électronique. Alors, on a des défis de ce côté-là. Et coordination insuffisante dans les cas complets, surtout avec les services sociaux. Un problème de relève générationnelle en médecine des familles. Il y a beaucoup de médecins qui s'approchent à l'âge de la retraite sans suffisant nouveaux professionnels pour composer. L'accompagnement des professionnels pour allier le processus clinique, l'enseignement et la recherche d'une façon abordable. Et finalement, la faible présence de la médecine de famille dans l'enseignement universitaire. La médecine de famille et les soins primaires sont insuffisamment représentés dans le cursus universitaire et les programmes de formation médicale limitent en quelque sorte les vocations pour cette spécialité en Espagne. Merci beaucoup.